Introduction. Ce qu'il faudrait, c'est toujours concéder à son prochain qu'il a une parcelle de vérité, et non pas dire « toute la vérité est à moi, à mon pays, à ma race, à ma religion ». Non. La vérité ne peut être nulle part entière. On ne peut pas la saisir, parce que la vérité, c'est Dieu. Amadou Hampâté-Bâ. Ces dernières années ont vu se multiplier les initiatives de dialogue, de rencontres et de consultations islamo-chrétiens à Cordoue, Tunis, Casablanca, Tripoli, Amman, Istanbul, Athènes, Dakar et Rome, pour ne citer que ces quelques villes. Les idées, même lancées dans des cercles restreints, font leur chemin dans la société. Ce qui a pu apparaître comme la voie royale d'une meilleure compréhension entre musulmans et chrétiens se révèle être pour les uns un parcours d'obstacles et pour les autres un chemin sans issue. Dans le cadre du thème qui nous rassemble ce soir, les philosophies africaines, une ressource pour le dialogue islamo-chrétien, je voudrais partir de ces dernières, pour penser ce dialogue entre chrétiens et musulmans. La philosophie s'est comprise très tôt comme une manière de vivre et non pas uniquement comme une réflexion théorique. Être philosophe, c'est aussi vivre et agir d'une certaine façon et non pas seulement se confronter à des questions abstraites. Mais il y a une objection importante à ne pas négliger, la philosophie conduit aussi au doute, méthodique, voire à l'athéisme. Ce qui est déjà un péché pour certains. D'un côté ou de l'autre, les rencontres et la réflexion philosophique s'interrogent et se fécondent mutuellement. C'est cela qui me motive à vous partager ce qui suit. Soulignons que l'expression « philosophie africaine », singulier, a longtemps été employée dans un sens ethnographique pour désigner le système de pensée collectif des Africains, ou plus particulièrement de tel ou tel groupe d'Africains. En ce sens, nous pouvons parler de la vision du monde des Amazighes, berbères, nourris par l'héritage, les traditions arabes, berbères, centrées sur l'harmonie avec la nature, les valeurs communautaires et la transmission orale de sagesse. Pensons aussi à la philosophie bantoue, la philosophie rwandaise, la philosophie wolof, la métaphysique yoruba, etc. Il existe à ce sujet une abondante littérature, un ensemble de textes, précisait Paulin Ntonji. Se pose la question de savoir si ces philosophies peuvent aider l'Afrique à penser et à vivre un dialogue respectueux et constructif entre les musulmans et les chrétiens. Sur quel terrain œuvre-t-elle en tenant compte de la diversité socio-culturelle et religieuse de l'Afrique ? Quelles sont les forces endogènes sur lesquelles on peut bâtir notre dialogue ? Quelles sont les valeurs communautaires propices à ce dialogue ? Doit-il être envisagé comme un modèle théorique et symbolique pour les relations islamo-chrétiennes ou comme une recherche d'un langage commun ? Autrement dit, s'agit-il d'un cadre exemplaire d'ouverture et de respect, qui inspire la coexistence ou tout simplement d'une démarche active de rapprochement, visant à trouver des mots et des concepts partagés pour aborder des questions concrètes ensemble ? Et si l'on pensait le dialogue non pas comme une option, mais comme une nécessité, une manière de vivre ? Que faut-il privilégier, l'ouverture au dialogue, ou le dialogue lui-même ? Quelle méthode adopter pour y parvenir ? La réponse à ces différentes questions constituera la trame de cette modeste contribution. À cet effet, je vous propose 3 points. Avec le premier point, nous allons clarifier l'expression « philosophie africaine » avant de voir dans le second point ce que nous offre l'Afrique avec sa longue histoire de coexistence entre différentes religions. Qu'est-ce que nous avons en commun et qui nous pousse à vivre ensemble notre destinée, quelle que soit notre religion ? Tous les peuples forment, en effet, une seule communauté, ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre. Les traditions africaines, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou anthropologiques, mettent souvent l'accent sur des valeurs communes telles que la communauté, la solidarité et le respect des ancêtres. Avec notre troisième point, nous tenterons d'élargir notre compréhension du dialogue au-delà du contexte islamo-chrétien en incluant le dialogue avec les non-croyants, les exclus, les marginalisés et le cosmos. Comment ces éléments combinés peuvent non seulement enrichir le dialogue islamo-chrétien, mais offrir des solutions innovantes et adaptées aux contextes locaux, renforcer de liens humains nécessaires pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle sur le continent. 1. Déplacement de lieux conceptuels de la philosophie africaine. De nombreux ouvrages comme nous le savons, traitent de l'Afrique. Mais ils parlent d'une autre Afrique vide, rurale, animiste, pauvre, oubliée du monde. Les médias l'ont si souvent associée à des images de sécheresse, de désertification, de récoltes anéanties, de famine, d'épidémies que ce continent a la réputation d'un continent maudit.
Certes, ces images ne sont pas tout à fait fausses, quoique exagérément instrumentalisées au détriment de l'Afrique. Et un ouvrage intitulé Le temps de l'Afrique, que vous connaissez sans doute, c'est autoriser une pensée prospective sur les risques et les chances de la métamorphose africaine. Comment faire évoluer le regard porté sur ce continent, encore largement perçu comme une terre figée, à la marge de l'histoire et loin de réalités contemporaines. Et pour Cheikh Anta Diop, je cite, « L'humanité ne doit pas se faire par l'effacement des uns et des autres. Renoncer prématurément et d'une façon unilatérale à sa culture nationale pour essayer d'adopter celle d'autrui et appeler cela une simplification des relations internationales et, à mon avis, selon Cheikh Anta Diop, un sens du progrès, c'est, dit-il, se condamner au suicide. Tout être humain est en effet par nature doté de prérogatives, c'est-à-dire des facultés de penser, de faire ou d'agir consciemment, c'est-à-dire de se protéger, de s'abstenir, de refuser et de réclamer. Ainsi, parler de philosophie africaine revient à considérer à la fois la pluralité, c'est pour ça que j'ai maintenu le pluriel, c'est à la fois maintenir et considérer la pluralité des cultures, les pratiques sociales, les systèmes de croyances et des conceptions du monde propres au peuple africain. C'est aussi explorer des thèmes de l'identité, de la parenté, de la spiritualité, des mythes et des rituels, les rapports à la nature, à l'autorité et à la communauté. Et contrairement à une approche universelle ou externalisée de l'anthropologie, les anthropologues et les philosophes africains mettent en avant les perspectives endogènes, c'est-à-dire les façons dont les Africains eux-mêmes perçoivent, interprètent et vivent leur réalité sociale et spirituelle. Elles se fondent souvent sur des concepts clés comme le cycle de la vie et de la mort, la continuité entre le monde visible et le monde invisible, le respect des ancêtres comme pilier de la mémoire et de la moralité collective. Parlons aussi de l'oralité, la parole donnée, la ritualité, les cérémonies, la résilience, l'équilibre, l'harmonie et la possibilité, la capacité de s'adapter, quelles que soient les circonstances. Certains philosophes ont largement contribué au déplacement de lieu de la philosophie africaine en attirant l'attention sur l'existence d'une philosophie africaine dans un autre sens. Par exemple, au sens justement où l'on parle de la philosophie grecque, de la philosophie allemande, européenne, américaine, etc., pour désigner la philosophie produite par les Grecs, les Français, les Allemands, les Européens, et les Allemands, et les Américains, pardon, telle qu'elle se laisse appréhender dans le corpus réellement existant. En ce sens, on peut dire que la philosophie africaine, c'est la littérature philosophique africaine. Concrètement, Kwame Nkrumah du Ghana a, quant à lui, constaté déjà que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était et que la culture traditionnelle y coexiste désormais avec les cultures arabo-musulmanes, euro-chrétiennes. Et cette situation appelait de toute nécessité, selon lui, l'élaboration d'une philosophie et d'une idéologie de synthèse. Et c'est ce qu'il a nommé le conscientisme, qui devrait être cette synthèse, c'est-à-dire cette sorte de bouée de sauvetage pour échapper à la menace d'un écartèlement insurmontable et insupportable, ou tout simplement, comme il le dit aussi, d'une schizophrénie. Et c'est déjà un progrès pour nous par rapport aux thématiques classiques. Donc on sent, je vous parle de déplacement,
on sent qu'il y a eu déjà un léger déplacement dans la notion de philosophie africaine. C'est dire que notre identité est à venir, selon Kwame Nkrumah. Elle n'est pas derrière nous, mais devant nous, dans le geste par lequel nous nous projetons individuellement et collectivement dans l'avenir. Kwame Nkrumah n'a pas pensé jusqu'au bout les implications de sa propre analyse, mais il était visiblement sur la bonne voie. Et l'une de ces implications sera, par exemple, la vision partagée d'un avenir commun englobant le dialogue entre les différentes communautés et cultures, afin de construire un avenir commun qui respecte la diversité tout en cherchant l'harmonie. Une autre implication non moins importante est l'éducation à une conscience critique. D'ailleurs, pour Kwame Nkrumah, l'éducation joue un rôle clé dans la formation d'une conscience collective. Une éducation qui valorise pour l'histoire, la culture et les valeurs africaines, tout en intégrant les éléments des autres cultures pour favoriser une compréhension critique et une pensée autonome. Dans son discours aux participants à la conférence internationale pour la paix à la mosquée Al-Azhar, au Caire, le vendredi 28 avril 2017, le pape François a souligné que la seule alternative à la barbarie de la confrontation est la civilisation de la rencontre. Et ce qui suppose trois orientations fondamentales: le devoir de l'identité, le courage de l'altérité et la sincérité des intentions. Et ces qualités sont aussi nécessaires pour la réussite d'une éducation en général, à la spiritualité et à la foi en particulier. Lorsqu'on est formé sur sa propre religion, on a envie de changer et d'étudier ensemble les textes fondateurs des uns et des autres. C'est toujours mieux quand les personnes sont formées parce que ça évite des simplifications abusives et stéréotypes, soit sur sa propre religion, soit sur la religion de l'autre. Mais il y a aussi le piège des demi-savants. Je crois que c'est Kant qui disait que les demi-savants sont parfois pires que les ignorants. Il parle de ceux qui en savent un tout petit peu et qui, à partir de là, considèrent qu'ils savent tout. Et le conscientisme, pour revenir à Kwame Nkrumah, repose justement sur des principes de solidarité, de justice sociale et d'intégrité de divers héritages culturels, religieux et philosophiques du continent. Vivre au milieu de personnes d'autres religions est une expérience partagée dans de nombreuses régions d'Afrique. Et l'émigration de masse, la mobilité humaine et la mondialisation y contribuent. Et de ce fait, la configuration des apports sociaux donne toujours à des équilibres relationnels changeants dans l'espace social qui sont de 4 ordres: la paix, la tension ou les tensions, les conflits et les guerres. Alors, revenant aux principes philosophiques qui nous réunissent ce soir, nous allons voir comment ces principes philosophiques, justement, sont au service du dialogue interreligieux dans ce contexte. Notre dialogue sera nourri par des principes anthropologiques et philosophiques africains. Par exemple, nous avons Ubuntu, que vous connaissez, faire humanité ensemble. Faire humanité ensemble, on le retrouve en Afrique australe, en Afrique du Sud. Nous avons la palabre partagée par tout Africain. Nous avons la teranga sénégalaise, c'est l'esprit du masla que nous connaissons, qui fait l'exception sénégalaise. Nous avons l'hospitalité et le sens de la famille ici au Maroc. Nous avons le maya au Mali, notamment chez les peuples bambara. Nous avons le burkindi pour les burkinabés, l'homme intègre.
Nous avons le Jama de Tanzanie, de Julius Nyerere, que nous connaissons bien, et la famille au sens large, ou la fraternité, etc., etc. Donc, chacun peut retrouver une valeur spécifique à son contexte qui peut nous renvoyer et nous aider dans ce dialogue. Alors, toutes ces valeurs privilégient le dialogue comme moyen de résoudre des problèmes, de corriger ce qui ne va pas et de suggérer des voies de progrès. Alors, que pouvons-nous retenir de ces valeurs? Je vais en citer quelques-unes, nous n'allons pas tous les citer, certains ont le texte, mais l'esprit Maya, essayons de voir, l'esprit Maya est le dialogue islamo-chrétien, c'est-à-dire on passe de la fraternité à l'engagement communautaire. Et en Afrique de l'Ouest, où les populations religieuses sont souvent mélangées au sein des mêmes communautés, certains concepts peuvent renforcer des valeurs de respect mutuel et de reconnaissance des identités religieuses et aider à briser des préjugés. C'est le cas du Maya, concept clé dans la culture bambara au Mali. Il représente une manière d'être qui incarne le respect de la dignité humaine, la solidarité et la reconnaissance de l'interdépendance entre les personnes. Cette valeur place la communauté et les liens sociaux au centre de l'épanouissement individuel. Et dans cette perspective, chaque personne existe à travers ses relations avec les autres, et ce qui crée une base forte pour la collaboration harmonieuse entre différentes communautés religieuses. Globalement, c'est ce qu'on peut dire du Maya Mali. Alors, chaque fois que j'évoque une valeur, j'ai pris le temps de me renseigner sur le plan de la documentation, mais aussi avec des personnes, j'ai échangé avec des personnes pour sentir comment cette réalité est vraiment vécue au sein des communautés. Globalement, voilà ce qu'on peut dire sur le Maya du Mali, notamment le peuple Bambara. Une autre réalité, c'est l'Ubuntu, qui est plus connu, et nous savons comment cet Ubuntu a permis, notamment en Afrique du Sud, à vraiment concilier ou réconcilier les peuples durant l'apartheid. L'Afrique a d'abondantes ressources spirituelles qui font vivre sa population. Et l'une d'entre elles est l'Ubuntu, qui nous permet de se faire confiance les uns des autres. Il vient de la langue Xhosa et ce mot désigne à l'origine une philosophie sud-africaine qui résume nos aspirations quant à un bien-être et un bien-vivre ensemble. Pour l'Ubuntu, nous pensons donc je suis. C'est le nous et le qui façonne et forge l'identité personnelle. Ce terme incarne la croyance en un lien humain universel. Je suis parce que tu es. Je suis parce que tu es. Un lien profond et sincère qui pousse au respect de chaque être humain, comme part essentielle de notre propre humanité. Un rôle qu'il a joué dans la nouvelle Afrique du Sud, nous savons bien, a fait de lui un concept de droit, un concept de justice transitionnel, un concept philosophique. Et nous réalisons qui nous sommes en partageant qui nous sommes avec les autres et en prenant soin de ceux qui sont autour de nous. Et ce terme Ubuntu signifie au bout du compte faire en sorte que la communauté puisse s'améliorer. Et on raconte un anthropologue qui arrive dans un village et trouve les enfants en train de jouer. Il vient avec sa corbeille de fruits, il pose la corbeille sous un arbre et il dit aux enfants, courez et le premier qui arrive va avoir la corbeille. Tout d'un coup, les enfants se mettent ensemble, se tiennent la main et courent ensemble vers la corbeille. Ils arrivent, tout le monde est autour de la corbeille en train de manger ses fruits. Et l'anthropologue étonné dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fait ça? Et l'un qui dit, mais comment voulez-vous que l'un soit heureux et les autres malheureux? Voilà l'Ubuntu, être heureux ensemble. Une autre réalité que nous pouvons retenir rapidement, c'est la règle minimale
l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre. J'ai choisi l'arbre à palabre non seulement parce que c'est un concept africain, mais aussi une pratique socioculturelle, un dialogue et une recherche commune de réconciliation qui s'exporte de plus en plus. Et si l'arbre à palabre devenait outil multimédia interactif servant à débattre et à réfléchir en groupe sur le dialogue islamo-chrétien? D'entrée de jeu, je disais que l'arbre à palabre est une métaphore de l'espace public du village où se réunissent les villageois pour débattre librement et prendre des décisions concernant la communauté. C'est le lieu où se réunissent les sages et le conseil des anciens. C'est un espace concret, la place publique du village. Et dans sa conception abstraite, c'est l'espace de la parole où l'homme s'identifie à sa parole sacrée. Et ce que représente la palabre, au-delà de tous les clichés présentant cette palabre comme des discussions interminables, inorganisées, cette dernière est une manifestation structurée de la parole. C'est l'espace où s'imbriquent la sacralité, l'oralité et le savoir. Il est incarné par des vieillards qui ont accumulé au fil des ans sagesse et expérience. Et de façon concordante, les études menées dans les diverses sociétés africaines de traditions linguistiques et culturelles différentes, ils mettent essentiellement l'accent sur le caractère communautaire et consensuel de dites sociétés. On se réunit au pied de l'arbre à palabre pour régler un contentieux sans que les protagonistes ne soient lésés ou discuter des décisions importantes à prendre pour l'avenir d'une communauté, mais aussi partager les savoirs et les savoir-faire. Et ça, c'est important sous l'arbre à palabre. Alors, sur le plan humain en général, et les revendications de la liberté, elle est aussi identification de la vérité. Elle est ouverture du tous à tous. Il est une politique, c'est-à-dire porteuse de démocratie. La parole est au-delà du texte. Elle est ce par quoi l'histoire d'une communauté se fait et se défait. Elle est le cheminement de la réalité du monde. Là où l'écrit n'existe pas, l'homme est lié à sa parole, d'où le caractère sacré de la parole. Il est engagé par elle, il est sa parole, et sa parole témoigne de ce qu'il est. Et le mythe de la création que nous connaissons et de la révélation de la parole chez les Dogons, par exemple, Marcel Griol a fait des études très profondes sur cette communauté, les Dogons, et en est une parfaite illustration. Je ne peux pas ne pas parler de ceux qui ont connu le Sénégal. Le Sénégal se distingue par sa teranga. C'est un dialogue semé bien sûr d'embûches, mais qui est régulé par ce qu'on appelle le masla. Le Sénégalais est très tolérant, entre guillemets, comme on dit. Il s'arrange toujours pour se sortir des affaires. Donc, c'est ça l'exception sénégalaise que nous connaissons. Multiculturel et multiconfessionnel, le Sénégal est un pays de grande précarité sociale, mais qui a échappé jusque-là à des situations de conflits ouverts ou de guerres civiles entre ces différentes communautés ethniques, religieuses et sociales. Ceci fait qu'on parle aujourd'hui de l'exception sénégalaise, comparativement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays d'Afrique qui sont déchirés par des guerres civiles, des différentes causes. Et cette exception, si on peut dire, est objet parfois de curiosité. Oui, ça tient à quelques composantes fondamentales de la société sénégalaise qu'on peut identifier comme propres au Sénégal. Alors, dans ce contexte africain, la liberté religieuse au Sénégal peut paraître une exception surprenante. Ce qui est important dans le contexte du Sénégal, rapidement, c'est nous avons un islam avec des confréries. Et ça,
Et ça, pour moi, c'est important et ça aide dans le vivre ensemble et dans la cohésion et dans le dialogue, comme on peut l'imaginer. Une exception relève d'une véritable ingénierie culturelle et sociale, alimentée à la fois par des valeurs relevant de la culture traditionnelle et des valeurs provenant de l'islam et du christianisme. Ingénierie dont l'une des conséquences multiples est le bien vivre ensemble entre musulmans et chrétiens. Par exemple, ils se marient ensemble, ils sont enterrés dans un même cimetière dans certaines localités du pays. Les uns participent aux fêtes religieuses des autres et réciproquement. Chaque communauté respecte les us et coutumes de l'autre. Et chaque communauté fait preuve de respect, de bienveillance et de compréhension vis-à-vis de l'autre. Alors, ce que je peux... Il y a un autre élément qui est important à mon avis, c'est l'attente. Et j'ai découvert cela en essayant de prospecter un peu au-delà du Sénégal, nos voisins de la Mauritanie. Quelle est la particularité, l'élément culturel qui caractérise ce peuple? Et j'ai découvert que l'attente est un élément culturel important. Et il se passe beaucoup de choses autour de l'attente. J'imagine au Maroc, je pense que du côté des Berbères, il y a cette valeur qui est l'attente. Vous allez m'éclairer là-dessus dans les interventions. Étant l'habitat adapté par les nomades morts, l'attente est restée ancrée dans la culture mauritanienne jusqu'à nos jours. Cependant, l'exode rural qui s'est effectué à partir des années 60 a poussé les nomades à se sédentariser dans des grandes villes, principalement à Nouakchott. Et ce changement de statut de nomade vers le statut de sédentaire a eu un grand impact, si vous voulez, à la fois sur l'habitat et sur l'habitation. Et ça, ça a été pour moi une grande découverte. Et l'une des caractéristiques de la tente est que sa conception, c'est-à-dire l'assemblage et l'entretien, étaient exécutés par l'ensemble de la famille, la cohésion. D'un habitat nomade regroupant toutes les symboliques de la société morte, en passant par un habitat de transition, la tente est aujourd'hui à la fois un lieu de retraite pour les anciens nomades et un emblème de la société mauritanienne et aussi un objet de prestige pour certains. Elle est souvent utilisée comme lieu de rencontre lors d'événements sociaux, des mariages ou des festivités ou des rituels religieux conservant ainsi sa fonction de cohésion sociale. Et la tente incarne à la fois aussi un espace de rencontre entre le passé nomade et le présent sédentaire. Donc ça, c'est pour moi une réflexion à approfondir par rapport, par exemple, à la réalité marocaine. Je vous propose, à partir de toutes ces valeurs que nous venons de citer, je vous propose certaines situations dans lesquelles ces valeurs peuvent être appliquées. J'ai retenu six situations que je vais résumer rapidement. Et c'est le troisième point, applicabilité du dialogue islamo-chrétien dans 6 situations ou des lieux. La première situation, c'est de m'aider à voir en quoi le dialogue est possible dans ces situations, en quoi les valeurs dont nous avons fait allusion tout à l'heure peuvent nous aider. En mission au Burkina Faso, j'ai été témoin de tant de violences liées à l'appartenance religieuse et ethnique. Il m'est souvent arrivé de me poser la question des conditions de possibilité d'un dialogue réel lorsque, du jour au lendemain, je rencontre des hommes et des femmes et des enfants qui se retrouvent seuls, sans terre, sans famille, sans repère dans la vie. Comment peut-on parler de dialogue dans ces situations? De plus, parfois, tu risques gros à prendre la parole et inévitablement, on te demandera
mais tu parles au nom de qui? C'est-à-dire, si tu parles aussi, il y a des conséquences qui peuvent être graves pour ta famille, pour les relations de voisinage. Il y a beaucoup de choses à mettre sur la balance lorsqu'on parle dans ces conditions-là de dialogue. C'est le cas de cette mère de famille chrétienne. Elle a tout vu, elle a tout entendu, mais elle n'est pas prête à témoigner parce que, âgée et sans moyens, elle a besoin de ses voisins pour subvenir à ses besoins. Il faut être au moins deux pour dialoguer. Que faire dans ces cas-là où l'intermédiaire, l'interlocuteur ne partage pas le même désir de s'ouvrir à cet exercice difficile et parfois délicat? Comment peut-on, dans ces situations, faire intervenir le burkindi dont on a parlé, l'homme intègre dont on a parlé dans ces situations? Deuxième situation, l'évidence et la complexité de la réalité musulmane. Dans certains pays, une bonne entente règne entre chrétiens et musulmans en Afrique. Dans d'autres, les chrétiens locaux n'ont qu'une citoyenneté de seconde zone ou de second rang. Et les catholiques se semblent étrangers et vice-versa dans d'autres pays. Alors, on est tenté de parler de l'islam quelquefois comme une religion de violence. De même que le catholique, on peut aussi considérer comme une religion de violence. Dans ces cas, on risque d'oublier l'importance religieuse et surtout les enjeux spirituels dans tel dialogue, tout en feignant d'en ignorer les difficultés et les règles de limite. On peut arriver à un relativisme, c'est-à-dire, bon, on a le même Dieu, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un dialogue est possible au cœur d'un relativisme, où on considère, on respecte l'autre et on considère que chacun a sa religion, on n'a qu'à continuer ensemble? Alors, je suis partie d'une expérience. On raconte qu'un jour, un jeune imam d'une mosquée reçoit la visite des religieux, des prêtres, des consacrés qui visitent sa mosquée. Après leur avoir fait visiter les lieux, il leur demande: alors, que pensez-vous de l'islam? Et c'est une question délicate, vous pouvez imaginer. Mais l'un des prêtres qui a été présent longtemps et qui a vécu longtemps au milieu des musulmans prend la parole et répond: je n'ai pas rencontré l'islam, mais les musulmans. J'ai appris d'eux que Dieu est Dieu et que rien d'autre n'est important à côté de lui. Ni l'islam, ni le christianisme. Seul Dieu est essentiel. Mais justement, Dieu est-il l'essentiel pour chacun de nous? Comment nous dirigeons-nous vers lui? Imaginez la surprise de l'imam. Et de fait, si par exemple vous allez à Saint-Louis, au Sénégal, vous trouverez la plus grande mosquée qui abrite une cloche au sommet de l'un de ses minarets. Ce court dialogue montre que nous avons notre manière propre de regarder, de percevoir et de sentir les choses et les situations. Notre interprétation de la vie est souvent liée à un cadre de référence auquel nous sommes parfois très attachés. Et ce qui nous amène à faire des sélections. Or, lorsque nous parlons de gens, une distinction essentielle devait, à mon avis, toujours être faite. Sans le savoir, ce prêtre qui a répondu à l'imam a fait un recadrage. Il a fait un déplacement. Il a évité et il est sorti, si vous voulez, de cette relation binaire que nous avons toujours vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire christianisme, islam. Dedans, dehors. En haut, en bas. Gagnant, perdant. Plus grand, plus petit. Premier, entier. Premier, dernier. Et il est sorti de cette relation binaire pour faire un pas symbolique et élevé au niveau de la relation et de la rencontre. Une rencontre ne peut pas s'opérer tant qu'on est dans cette position
de plus, de moins, de petit, de grand, relations binaires. Il a vu en ce frère musulman un croyant et un frère à aimer, tout simplement. Le dialogue a besoin d'un climat de liberté et de confiance, ainsi que d'un espace démocratique et des opinions contradictoires, puisque qui puissent s'exprimer sans violence. Et le dialogue est la forme même de la recherche de la vérité. Il contribue à lever des incompréhensions et des peurs mutuelles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'atteste la profession de foi explicite que nous trouvons dans la sourate 2, je cite, « Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi des croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et à ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Nous avons entendu et obéi, et le Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » Fin de citation. Troisième et quatrième situation que je voulais évoquer ici, je saute la quatrième situation, c'est les rues. Alors, je voudrais ceux qui vont intervenir là, vous nous éclairez un peu sur la question, la rue en milieu urbain, entre le clos et l'ouvert. Rapidement, qu'est-ce que je veux dire par là? En Afrique, les différents usages de nos rues en milieu urbain vacillent entre le clos et l'ouvert. En général, la rue est un espace ouvert, oui ou non? Mais il arrive des circonstances où on en fait un espace clos. Dans le contexte du Sénégal, par exemple, quand il y a des manifestations religieuses, facilement on peut bloquer une rue et mettre des tentes, mettre des chaises, et puis le temps que la cérémonie dure, on occupe la rue et on en fait un espace clos. Alors, est-ce que cela contribue à renforcer le dialogue que nous voulons? Est-ce que cela contribue à renforcer les liens socioculturels que nous cherchons? Il y a lieu d'interroger les seuils qui délimitent les espaces entre le clos et l'ouvert. Quel est le seuil de tolérance, entre guillemets, quand des individus occupent, par exemple, la rue? Et comment les seuils sont-ils construits? Quels sens sont donnés à cette limite que représente le seuil? Quelles sont les pratiques de la rue? Et comment ces pratiques de rue renforcent-ils le clos ou la distance entre chrétiens et musulmans, entre fidèles, tout simplement? Quels sont les enjeux politiques de la gestion des seuils que nous pouvons observer lorsque les rues sont occupées de manière anarchique ou autorisée? Cela dépend. Et ces questions traversent les continents, que l'on soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique et dans n'importe quel pays, c'est toujours les mêmes questions. J'ai pris l'exemple de la rue, mais dans d'autres endroits, c'est d'autres espaces qui sont utilisés. Par exemple, lorsque ici au Maroc, il y a la rupture du jeûne qui se fait par exemple dans un grand hôtel, c'est un espace clos et on a fait un usage pour un espace ouvert pour une cérémonie religieuse ou une cérémonie à caractère en tout cas religieux. Comment on peut envisager un dialogue dans ces espaces? Est-ce que c'est possible est-ce que ça crée ou ça renforce les liens entre chrétiens et musulmans à ce niveau-là? Donc, la question de la rue est pour moi une préoccupation importante. Un exemple d'espace clos et ouvert, au Sénégal, par exemple, ce qu'on appelle les talibés, c'est-à-dire c'est les enfants, les élèves d'école coranique ou disciples d'un marabout, vous savez, ils apprennent le Coran dans la rue. Ils dorment dans la rue, ils mendient, ils mangent. Et ce qui invite le religieux dans cet espace ouvert. C'est très complexe.
Aujourd'hui même, si des analystes affirment que l'État aurait le monopole de la rue, on a constaté que des acteurs s'attribuent de plus en plus le rôle de gardien de l'ouvert et du clos. C'est-à-dire, n'importe qui peut décider que cette rue peut être ouverte ou peut être limitée par délimitée à cause d'une manifestation qui a lieu là-dedans. Éclairez-moi sur cette question, le sens de la rue dans nos dialogues islamo-chrétiens. La cinquième situation, juste pour terminer avant, la femme dans la prévention des conflits et son rôle dans la construction de la paix et le dialogue. Construire la paix, c'est prévenir la guerre, a-t-on l'habitude de dire. Et les femmes ont un rôle décisif dans la promotion du dialogue, car elles sont la première école de vie. Elles peuvent manifester leur influence d'épouse en faisant régner l'intégrité et la respectabilité dans leur foyer. Les femmes ont une plus grande capacité à ressentir leurs émotions, celles des autres, et à en parler avec facilité. Les exemples positifs montrent que, de manière générale, les femmes participent activement au mouvement en faveur de la paix, du dialogue, mais aussi bien qu'au sein des organisations féminines qu'à l'intérieur des pays ou à l'extérieur. Nous connaissons tous dans tous les pays le rôle que jouent les femmes dans ces dialogues, dans la restauration de la paix. Une dernière situation, et la dernière vraiment, c'est ce que j'appelle les lieux et les non-lieux. C'est Marc Audier qui a fait un peu cette étude de post-postmoderne, et qui considère qu'aujourd'hui, il faut étudier anthropologiquement l'homme post-postmoderne. C'est-à-dire, comment envisager cet homme par rapport à ce qu'il appelle les non-lieux. Alors, les non-lieux, c'est quoi? C'est nos aéroports, c'est nos supermarchés, c'est des lieux où on ne fait que passer. Et d'ailleurs, il dit qu'on ne parle même plus de voyageurs, on parle partout de passagers. C'est-à-dire, c'est des lieux qui ne sont pas faits pour demeurer. C'est des lieux où on passe. Alors, essayons de voir dans notre entourage, dans notre quotidien, ces non-lieux qui abritent et qui font voir, où des milliers de gens passent. Comment instaurer un dialogue dans ce contexte-là? On se croise, on ne se regarde pas, on se cogne, on se bouscule. Mais c'est des lieux, ça reste des lieux pour nous. Mais aujourd'hui, ce sont des lieux qu'on peut qualifier de non-lieux, puisque les lieux, c'est un espace stable, alors que nos grands espaces que nous connaissons constituent des non-lieux. Comment instaurer ou favoriser le dialogue à ce niveau-là? En conclusion, puisqu'il faut conclure pour permettre de vous laisser la parole, des perspectives pour un dialogue islamo-chrétien en Afrique, ce que j'appelle le devoir de s'asseoir. Le devoir de s'asseoir. Le dialogue islamo-chrétien participe d'un vaste élan qui tend un peu partout à transcender les méfiances du passé pour construire les espoirs de l'avenir. Une longue période de l'histoire est peut-être ainsi en train de toucher à sa fin, celle où les conceptions du monde, et notamment les croyances religieuses, se repliaient volontiers sur elles-mêmes dans une attitude d'incompréhension, sinon d'hostilité des unes à l'égard des autres. Parmi les valeurs partagées à la fois par les religions traditionnelles africaines, l'islam et le christianisme, nous pouvons noter la fraternité, le respect mutuel, l'humanité partagée, le sens profond de solidarité, du partage et de l'accueil inconditionnel. Dieu n'a pas créé les hommes et les femmes comme des êtres solitaires, mais par leur nature les plus profonds, les hommes et les femmes sont des êtres sociaux et ils n'entrent pas en relation profonde entre eux, avec les autres. Ils ne peuvent pas souvent vivre, ni se développer, ni développer leurs dons.
Et les êtres humains sont ainsi créés, destinés à croître dans l'unité ontologique, de sorte que l'identité de chaque personne est dérivée non pas dans l'isolement, mais dans un ensemble ordonné et organique, si on peut dire. Pour conclure, le devoir de s'asseoir nous permet de clarifier les valeurs telles qu'elles sont vécues dans les différentes communautés. Il met en lumière comment chaque tradition s'adapte aux réalités locales pour faciliter un dialogue constructif et une compréhension mutuelle. Nous sommes là dans une sphère pratique où les différences exprimées par les uns et les autres peuvent donner naissance à des situations de tension qui doivent être réglées sur le terrain par un dialogue au quotidien et des solutions s'inspirant des valeurs socioculturelles de l'Afrique. L'avenir commun repose sur un système de valeurs partagées par tous. Et le défi du dialogue islamo-chrétien, à notre avis, nous encourage à mettre en profit toutes les forces pour bâtir une Afrique nouvelle. Continent de paix, de joie, d'unité, de vie en plénitude. Et là, ce sont des forces endogènes sur lesquelles nous pouvons rebâtir notre Afrique. Et pour cela, serait souhaitable de renforcer ou créer des groupes, par exemple, de recherche qui existent déjà, non, islamo-chrétiens, autour de 3 questions. Comment jeter des ponts entre nos différentes communautés et créer des espaces d'échange et de rencontres afin de renforcer la dimension d'entre-connaissance? Comment veiller à apaiser les relations entre toutes les composantes d'une seule communauté? Et comment être des veilleurs prêts à dénoncer et à lutter avec d'autres contre les injustices de nos sociétés? Je vous remercie. Oui, merci à vous. Merci beaucoup, professeur Anne-Béatrice Faye. À travers votre intervention, vous avez donc exploré comment les traditions africaines enrichissent et nourrissent le dialogue entre les cultures et les religions, en particulier l'islam et le christianisme. Vous avez exploré les enjeux d'identité, de spiritualité, comment les philosophies africaines permettent les moyens d'une harmonie et contribuent à éviter les préjugés et in fine les tensions et conflits entre les communautés et cultures. Je retiens une expression qui me paraît particulièrement parlante, vous avez conclu par cette expression, celle du devoir de s'asseoir. Et pour filer votre métaphore de l'arbre à palabre, mais aussi celle de la tente, qui dans le contexte marocain en effet prend aussi beaucoup de sens, ouvrons le temps du dialogue et de l'échange avec la salle et avec le public en ligne dans ce lieu, Al-Muafaqa, qui lui aussi incarne une exception et un lieu privilégié de dialogue. À vous les remarques, commentaires ou questions que vous aurez envie de partager. Écrivez l'esprit Maya pour l'Afrique. Comment vous écrivez Maya? M-A-2-A, M-2-A-Y-A. Maya. 2-A, M-2-A-Y-A. C'est malien, Bambara. Le temps que des questions ou interventions soient formulées, juste réagir à ce que vous disiez sur l'espace public et le fait que la frontière entre le public, le privé, le clos et l'ouvert, vous avez tendu quelques perches et posé quelques questions. En contexte marocain, en effet, pour un baptême ou un enterrement, on va facilement fermer une rue, mettre des tentes et ouvrir l'espace à tous ceux qui voudront s'associer à ce moment de joie ou à ce moment de chagrin, ou en tout cas à ce moment qui a trait aux religieux. Ce que vous disiez aussi à propos de la tente et de tout ce qu'elle incarne et tout ce qu'elle symbolise, voilà, pour vous dire
que dans le contexte marocain, tout ça, en effet, a une résonance particulière et en continuité totalement avec ce que vous disiez. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Bonsoir et merci. En fait, je vais rebondir sur votre conclusion. C'est que, voilà, pour vous, ça a été le mot de la fin, mais dans mon expérience, il est certain que d'avoir un objectif auquel deux parties contribuent, ça peut être souvent le début d'un dialogue. On a fixé un objectif qui est commun et beaucoup de choses qui peuvent sembler des obstacles, si on a vraiment l'intention de lutter contre les injustices, par exemple, ensemble, ça peut ouvrir la voie à un vrai dialogue. Plus tôt dans votre intervention, je voulais vous poser une question. Vous avez mentionné qu'au Sénégal, le fait que les confréries soient nombreuses facilite d'une certaine manière le vivre ensemble. Je connais mal le Sénégal. Je pense deviner peut-être un peu ce que vous voulez dire, mais je souhaite que vous le précisiez un peu. Merci. En quoi les confréries contribuent au dialogue? Je réponds tout de suite. Ou bien... c'est dans la réalité que les choses se comprennent, non? Nous avons 3 grandes confréries, et il y a d'autres, hein. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que chaque adepte est rattaché à une famille. Parlons de famille. Et la force de ces familles font que chaque famille essaye de vivre au maximum selon les orientations du guide. Et disons, à ce niveau-là, je pense que ça contribue beaucoup à la cohésion parce qu'il y a comme une compétition un peu qui ne dit pas son nom, où on veut vraiment vivre bien et éviter les conflits et permettre aux uns et aux autres de s'épanouir dans sa famille religieuse, dans sa confrérie. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, chaque famille aussi tient à rendre heureux et à permettre aux membres de sa famille de réussir, de bien vivre, etc. Donc tout ça combiné, ça permet aux uns et aux autres de se respecter et de pouvoir vivre réellement sa religion sans rentrer en conflit les uns et les autres. Il y a beaucoup de respect mutuel entre les confréries. Et du coup, nous qui sommes des minorités là-dedans, nous apprécions aussi cette entente qui règne entre eux. Et quand vous arrivez au Sénégal, qui a les jours de fête, c'est reconnu. Les fêtes musulmanes sont partagées avec les chrétiens et chrétiennes. Et les fêtes catholiques aussi, la même chose. Donc, on parle de l'exception sénégalaise parce qu'il y a de tout le temps hein, cette cohésion sociale. Comme je disais tout à l'heure, on se marie ensemble, on est dans la même famille, vous pouvez retrouver musulmans, chrétiens et les confréries, les différentes confréries dans une même famille et tout se passe bien. Je pense que ça contribue, à mon avis, à créer cette cohésion sociale entre musulmans, entre eux et entre chrétiens et musulmans. Et la tradition est dans la parenté à plaisanterie, il y a des mécanismes hein, socioculturels qui favorisent aussi ce dialogue. C'est très important. Merci pour la communication. Allô? D'accord. Merci. Je voudrais revenir un peu. La philosophie africaine, une ressource pour le dialogue islamo-chrétien. C'est la formulation. Je ne sais pas s'il y a eu un point d'interrogation à la fin. Le point d'interrogation, justement, ça peut exister comme ça peut ne pas l'être. Tout dépend. Alors,
Au départ, c'est une question qui est posée. Mais dans la suite, je pense que arrivé à un certain moment, je me dis ce point d'interrogation doit disparaître parce que c'est une évidence. Bon, j'aurais aimé savoir, par exemple, quand vous prenez la valeur, la maya, bon, dans le contexte Bambara, est-ce que dans la société malienne entière, l'esprit maya est incarné, vécu de la même manière? Ou bien les différentes ethnies qui se partagent, par exemple la société malienne, si on peut ainsi s'exprimer, ont aussi d'autres valeurs? Ou bien c'est seulement l'esprit maya qui est vécu au Mali, par exemple? Et bon, dans le même sens, je voudrais savoir si, en ce qui concerne l'Africain, en partant aussi, par exemple, des valeurs comme le burkindi, l'Ub- l'Ubuntu, un truc comme ça, est-ce que on peut dire qu'il y a une seule une manière unique de faire philosophie en Afrique? Par exemple, si on voit prendre seulement la France, il y a les Jean-Paul Sartre, les Blaise Pascal, les trucs comme ça. Bon, chacun propose une vision de choses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on opère des déplacements. Alors, lorsqu'on parle de la philosophie africaine au singulier, et les philosophies africaines, on a eu à faire justement ce déplacement, de passer de la philosophie africaine aux philosophies africaines. Ça signifie que de la massification du concept de l'Afrique en général, on est parvenu à reconnaître que l'Afrique est plurielle. Et donc, du coup, l'Afrique aussi est plurielle dans sa manière de penser et dans sa manière de concevoir les choses. J'ai pris le Maya parce que les Bambara sont majoritaires, à mon avis, au Mali. Mais évidemment que chaque entité a quelque chose qui lui est propre. Mais dans l'ensemble, on retrouve toujours les mêmes orientations. Le Maya, je ne sais pas si vous êtes malien ou pas, mais il y a d'autres réalités, d'autres valeurs qui sont propres au Mali et qui favorisent aussi la cohésion sociale. Donc, dans chaque pays, j'ai pu récolter, voir un peu qu'est-ce qui caractérise majoritairement, qu'est-ce qui caractérise ce pays. Je prends le Sénégal, c'est la teranga. Tout le monde se retrouve. Le Maya, je crois que aussi les Maliens se retrouvent dans cette valeur socioculturelle. Parce que c'est une valeur qui promeut la solidarité, la valorisation de l'être, la sociabilité. Et je pense que c'est une des choses à laquelle tout le monde aspire. Donc, on ne peut pas dire que c'est ce qui régit la société malienne de manière générale, mais c'est une valeur qui peut aussi aider la société, quel que soit là où on se situe, à créer cette cohésion sociale. C'est comme l'Ubuntu. Et j'ai eu à voir au niveau du Rwanda, par exemple, vous savez, avec le génocide qu'il y a eu, ils ont essayer de résoudre ce problème avec un concept, le gachacha. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont ces tribunaux à ciel ouvert sur les parterres, et avec le gachacha, ils sont parvenus à plus ou moins à réguler ou à résoudre ce problème du génocide qui a marqué les consciences et brisé beaucoup de familles. Il y a bien sûr la valeur et son contraire. Hein. C'est normal, dans chaque valeur, il y a toujours, si c'est exagéré ou si c'est mal mené, il y a toujours sa contre-valeur. Mais
faut voir qu'à côté du Maya, au Mali, qu'est-ce qui est encore, qu'est-ce qui prévaut pour favoriser cette cohésion sociale? Quand l'Européen que je suis a commencé à voyager en Afrique de l'Ouest, j'avais une cinquantaine d'années, déjà, j'ai été très marqué par la place de l'humour dans les relations sociales. C'est pas ça chez nous, hein. On n'a pas beaucoup d'humour. On aime raconter des histoires et on écoute notre cardinal avec bonheur quand il les raconte. Mais la place du rire dans la vie sociale. Et j'ai été amené à rencontrer un ami qui s'appelle Jean de Dieu, malien, et qui me disait qu'il avait été appelé à faire de l'arbitrage dans un grave conflit frontalier entre le Mali et le Burkina Faso, et que ce qui avait beaucoup aidé à la résolution du conflit, c'était la parenté à plaisanterie que tu as évoquée tout à l'heure. Tu peux en dire un peu plus? Voilà, cette parenté à plaisanterie, comment ça permet voilà, de résoudre d'une certaine manière par l'humour des conflits graves. Il y avait eu des morts dans cette situation. Voilà. Voilà. La parenté à plaisanterie, je crois que ça existe un peu partout, non? Ça peut être entre ethnies, ça peut être entre pays, mais par exemple, moi, au Sénégal, je suis sérère et quand je rencontre un Diola, les gens du Sud, quand je rencontre un Peul, c'est tout de suite la parenté à plaisanterie. Et on va lancer des boutades, on va lancer des taquineries, spontanément, même sans se connaître. Je vous donne un simple exemple. Je regarde quelqu'un, morphologiquement, on peut le reconnaître, non? Je passe, je vois un monsieur en train de manger dans la rue. Je m'arrête, je dis, toi là, tu es Diola. Ou bien, même si je sais qu'il est sérère, je dis, toi là, tu es sérère. Je ne le connais pas. Je vois ce monsieur en train de manger. Donc, tout de suite, il s'arrête et il se met à rire. Et la conversation démarre par là. Bon appétit, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Et ça continue la vie. Donc, c'est vraiment une grâce, je peux dire, une chance que nous avons en Afrique de pouvoir exploiter cette parenté à plaisanterie. Et je me rappelle, au Burkina, il y a le président de l'Assemblée nationale qui était décédé. Et au cours de ces funérailles, c'est officiel. Ils ont demandé une marge pour faire la parenté à plaisanterie en 5 minutes. Et tout le monde s'est mis à rire parce que ceux d'une ethnie ont voulu faire rire un peu, manifester un peu leur solidarité de cette manière-là. Je ne sais pas s'il y a des Burkinabés dans la salle. J'ai vécu 8 ans au Burkina et je sais ce que c'est que la parenté. Il y a même la journée de la parenté à plaisanterie au Burkina et au Mali, je crois, instaurée. Donc, c'est vraiment un espace où il y a la cohésion sociale, on s'apprend à se connaître et à partir, on rit, on se moque, on s'amuse des uns et des autres et puis voilà. Moi, étant sénégalaise, au Burkina, je me suis déclarée Samo. Voilà, parce que j'ai vécu au milieu des Mossi. Je leur ai dit, je ne suis pas Mossi, je suis Samo. Mais ça suppose que tu comprennes le mécanisme et ça se passait bien. C'est vraiment une réalité importante qui peut désamorcer les conflits. Vous avez suscité la palabre dans la salle. Il y a beaucoup de questions qui veulent se poser, qui veulent être posées, mais aussi en ligne. Alors, je vais peut-être en relayer 3 en ligne avant de redonner la parole à la salle, dans la mesure où le temps le permet encore. Juste 3 petits points qui sont juste des perches que je tends sur des informations que vous avez abordées ou des sujets que vous avez abordés. Vous avez parlé du tribunal Gacaca au Rwanda et du rôle de la parole dans la
dans la transition après le génocide. Juste pour souligner le rôle aussi de l'instance équité et réconciliation au Maroc, qui a fait la même chose. Et il y a d'ailleurs eu énormément d'expériences ensemble entre des Rwandais et des Marocains sur ce travail de parole publique pour dépasser ce qu'ici on a appelé les années de plomb. Et donc c'est l'instance équité et réconciliation. C'était des grandes réunions collectives de discussion sur les violations qu'avaient pu subir les personnes. Et le parallèle est souvent fait entre cette expérience du tribunal Gachacha et cette instance équité et réconciliation. Un autre point, vous avez insisté sur le rôle des confréries. Au Maroc aussi, évidemment, ce rôle est important. Et donc, insister sur une confrérie en particulier, la confrérie Tijani, qui fait le lien entre le Maroc et le Sénégal et voilà, qui a un rôle particulièrement important. Et une dernière chose, c'est une initiative qui est née, alors je ne sais pas si elle est née au Maroc, mais en tout cas, elle a existé au Maroc, au Liban, en Espagne. C'est le groupe de recherche islamo-chrétien, Anne-Marie Tuvizen, qui est ici, le père Jacques Levrat, qui a été un des acteurs de la bibliothèque La Source, qui était ici dans ces lieux avant l'Institut Al-Muwafaqa. Donc ce groupe de recherche islamo-chrétien qui travaillait sur les textes religieux avec des personnes, des musulmans et des chrétiens. Voilà, donc trois petites pistes aussi de lien avec la situation marocaine. Des questions en ligne. Alors une première question qui demande comment prendre en compte le besoin de pouvoir qui si souvent dresse les individus et les communautés les uns contre les autres au détriment du bien vivre. Si vous le permettez, je vous pose les 3 questions et je vous laisse réagir. Une autre question, dans le cadre du dialogue, quand l'autre traverse des épreuves et des périodes déstabilisantes, où en est le positionnement des relations dans le dialogue? Peut-il y avoir dialogue sans que les uns se soucient des difficultés de l'autre? Et une troisième question, l'Afrique doit-elle philosopher de manière autonome? Je vous laisse réagir. Je crois qu'il y a encore des questions dans la salle, si le temps le permet encore. Oui, je commence par la dernière. L'Afrique doit-elle philosopher de manière autonome? C'est évident. Et aujourd'hui, je dis toujours, on ne s'interroge plus sur existe-t-il ou pas une philosophie africaine. On fait de l'histoire de la philosophie africaine aujourd'hui. C'est pour dire que aujourd'hui, beaucoup d'égyptologues qui ont été voir où est née la philosophie. Et on sait que la philosophie africaine n'a plus à démontrer son authenticité et sa véracité. Donc, de ce côté-là, je crois que c'est une question qui est... Elle a sa raison d'être, mais qui est un peu dépassée. L'Afrique a vraiment sa pensée autonome. Alors, le dialogue à travers, je pense à la question, à l'apport de, quand vous dites qu'il y a, oui, quand vous dites qu'il y a des éléments qui devraient nous mobiliser, chrétiens ou musulmans. Par exemple, les questions d'injustice, les questions de gouvernance, les questions de pauvreté. C'est des questions qu'on soit chrétien ou musulman, on se les pose. Donc, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour les résoudre et pour chercher des solutions? Et du reste, le dialogue autour des questions qui nous préoccupent, ça devrait être ça un peu l'objectif. Tout le monde est préoccupé par la question de la pauvreté, de l'économie, de la démocratie, de la politique. Chrétiens et musulmans ensemble, nous sommes du climat, effectivement. Nous pouvons ensemble se mettre pour réfléchir et voir quelles solutions. Donc, disons, la religion n'est plus une barrière, n'est plus un obstacle face aux problèmes que nous traversons. Ça, c'est une évidence. Et je rebondis sur l'existence de ce groupe de recherche chrétien-musulman. Je crois que islamo-chrétien, si ce groupe a existé et n'existe plus, il faut peut-être voir dans quelle mesure lancer cela, parce que, à mon avis, c'est important, ces groupes de recherche. C'est à ce niveau-là qu'on peut s'asseoir
et ensemble, autour de thèmes fondamentaux, voir qu'est-ce que l'apport des uns et des autres. Ça, c'est important. Alors, prendre en compte les besoins des uns et des autres dans le contexte du dialogue, je crois que c'est l'objectif même d'un dialogue, c'est ça. C'est les préoccupations. Quand je dis dans mon intervention qu'on devrait ouvrir le dialogue au-delà de religion et prendre en considération les préoccupations du monde aujourd'hui, et je pense que c'est ça aussi, l'objectif du dialogue, c'est ça aussi. Okay. Je voudrais vous dire un immense merci, ma sœur, parce que ce sont des réflexions peut-être quelquefois qu'on banalise, mais qui sont cependant très importantes dans notre vie, comme vous l'avez signalé, avec les exemples que vous avez donnés en fonction des pays. On réalise ici qu'à travers nos recherches, on pourrait encore avancer au large pour mieux prévenir les conflits ou gérer les conflits dans nos milieux. Et je crois que ces points que vous avez cités, j'avais voulu que vous l'amenez davantage aussi dans le cadre du dialogue ici au Maroc, comme vous l'avez signifié. Je me dis que peut-être quand encore c'est un document à la disposition des gens, ça pourrait encore aider parce que en donnant les exemples, par exemple, l'arbre à palabre, le fait de s'asseoir, parler, je crois que la question des rues fermées et, et le seuil et l'enclos, les deux là, je crois qu'en s'asseyant, parler, ça peut être possible. Et aussi, l'exemple de l'Afrique du Sud que vous avez donné, on ne se sauve pas seul, mais on se sauve avec les autres. Cela veut dire que si les gens ont fermé, c'est pour un objectif. Si on accepte de nous associer à cela, ça peut aider. Donc, je voudrais vous dire un immense merci pour ce travail et je prie que le Seigneur vous donne toujours la force de nous ouvrir les portes. La question que je voudrais maintenant ajouter à cela, c'est au niveau des femmes, la femme dans la prévention des conflits. Il faut dire que les conceptions religieuses sur la femme ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas quelle proposition faites-nous dans ce cadre-là pour qu'il y ait un peu une ligne de conduite pour cette prévention dans les conflits, puisqu'il y a d'autres milieux où la femme n'a pas droit à la parole. Merci. Alors, je partirai d'une petite expérience que j'ai vécue et qui montre que quelle que soit l'attitude qu'on a vis-à-vis de la femme, elle est toujours présente et la femme est toujours déjà là. J'étais en mission comme au Burkina dans une de nos missions et je travaillais avec les femmes et je travaillais à les organiser pour une activité pour les aider un peu dans leur vie quotidienne. Et au moment où je leur disais que voilà, il faut former une famille, il faut être ensemble, il faut les conscientiser pour que le groupement marche, une d'entre elles qui me dit, ma sœur, il faut des hommes avec nous. J'ai tombé de nues, je dis, mais j'essaie de vous organiser, on essaie de voir ensemble et tu me dis qu'il faut des hommes. Je ne comprenais rien vraiment. Donc la notion de déplacement, pour moi, est fondamentale. Comme j'ai vu que c'était une question sérieuse, elle posait un problème sérieux, j'ai dit, OK, la semaine prochaine, quand on va se réunir, choisissez 2 hommes et puis ils vont intégrer le groupe. La semaine suivante, lorsqu'on se réunit, je vois arriver le catéchiste et l'imam, choisi par elle. Hein. Donc, on se réunit, on leur fait la place, on leur donne des chaises. Et j'étais impressionnée par une chose. Le catéchisme et l'imam, côte à côte, n'ont pas ouvert la bouche. Et dans ma tête, je dis, mais ils sont là. Et l'ambiance de groupe ce jour-là était autre, comme une parole libérée.
Et j'ai compris après que, en fait, la présence des hommes, c'était juste pour être témoin de ce qui se passe et pouvoir dire aux maris qui étaient réticents de laisser leurs femmes venir au groupement pour aller leur dire non, il n'y a rien, voilà ce qui se passe, ça se passe bien, c'est un bon groupe. Donc, vous voyez un peu ce que la femme est capable de faire. Autant elle peut être dans une contradiction qui peut déstabiliser, qui peut te dire mais ça ne va pas, autant elles sont capables de changer la donne parce qu'elles ont presque obligé les hommes à accepter ce qu'elles veulent faire et ce qu'elles veulent être. Tout simplement en disant, venez voir, sans plus. Hein. Non, il faut qu'elles viennent, il faut qu'ils viennent. Et on les vient, et ils étaient piégés, entre guillemets, je m'excuse auprès des hommes, mais ça a permis à ce que les hommes, les maris qui étaient récents, les laissent tranquilles. Et le groupement a pris son envol et voilà, au vu au su des hommes qui parfois étaient réticents. Donc, pour revenir à votre question, quelle que soit, à mon avis, quelle que soit la perception qu'on a de la femme, elle est toujours là. Et elle est capable de changer la donne, le cours de l'histoire, rien que par sa présence. Dans les palabres, les séances de palabres, j'ai eu à étudier la palabre, la structure même de la palabre. La présence des femmes dans aux instances palabriques, elles n'ont peut-être pas droit à la parole, comme on ose ou on le fait entendre, mais le fait simplement d'être présente, de rire, d'applaudir, d'aller prendre l'eau et de... Ça, c'est une présence. Et c'est une présence active. Elles sont témoins. Tout le monde ne participe pas. C'est des privilégiés, c'est des choix de femmes d'un certain âge ou de certaines sagesses. Elles sont là présentes et elles sont chargées d'aller voir, d'aller dire aux autres, voilà ce qui se passe. Donc, pour moi, il faut opérer des déplacements. On ne peut pas continuer à opposer hommes-femmes. Déplaçons-nous mentalement, conceptuellement et allons les rejoindre dans ce qu'elles sont. Je crois fermement que la femme a sa place dans la société. Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Ce que j'ai retenu, entre autres, de votre intervention, c'est que l'Afrique a sa philosophie ou a ses philosophies comme manière de penser, manière d'agir, de vivre, basée sur des valeurs. Et ça, c'est très important. Mais je suis inquiet. Je suis inquiet par rapport à l'actualité africaine, par rapport aux tensions, aux différents conflits. Je me pose la question, qu'est-ce que nous faisons de ces philosophies qui pouvaient nous aider au dialogue islamo-chrétien? Qu'est-ce que nous faisons de cela? Est-ce que on peut parler aujourd'hui de certaines limites ou de faiblesses de ces philosophies, ou bien il y a d'autres pesanteurs qui interviennent et qui bloquent la pratique de ces philosophies par rapport au dialogue islamo-chrétien? Merci. Merci beaucoup de la question. Effectivement, j'ai envie de vous répondre, mais à qui la faute? Parce qu'on a l'impression que toujours on pointe du doigt l'autre. Donc, ces valeurs sont toujours déjà là. Qu'est-ce que nous attendons pour les mettre en action pour résoudre nos propres problèmes? Ce n'est pas les autres qui vont, venir nous dire allez, prenez et agissez. Je pense que
si nous-mêmes ne prenons pas nos propres responsabilités, sachant que nous avons tout ce qu'il faut pour arriver à résoudre nos propres problèmes, personne ne le fera à notre place. Mais les valeurs sont là, on les reconnaît, les valeurs sont là. Et des valeurs qui peuvent vraiment nous aider à résoudre tous les problèmes et les conflits que nous avons ici. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de déplacement. Il faut aussi savoir opérer ces déplacements pour peut-être changer. Je discutais de cela avec des jeunes et qui m'ont dit, oui, mais c'est dépassé, ça c'est les villages, parler des choses du village. Je dis non. Aujourd'hui, quand je vous dis que quand je vais dans mon village, j'évalue le niveau de développement, entre guillemets, de mon village à partir de la poubelle. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Je vais à la poubelle, je regarde la poubelle, le dépotoir, et je dis, tiens, dans mon village, on trouve ce type de yaourt, on trouve ce type de ceci, on trouve ce type de cela. Donc, arrêtons c'est juste pour moi aussi, ça m'a aidé à faire un déplacement pour ne plus être dans la logique du binaire. Développement, non développement, bien, pas bien. Vous voyez, comme ce musulman et ce prêtre, non? Essayer de dépasser cette logique binaire, peut-être c'est ça ce qui fait qu'on n'arrive pas à résoudre encore nos différents conflits, c'est qu'on est dans une logique binaire, ceci, cela, valeur contre valeur, ce que la tradition nous dit et ce que nous constatons aujourd'hui. Comment arriver à concilier nos valeurs avec nos manières de vivre, même sur le plan politique? Parce que je reste convaincue que nous avons tout ce qu'il faut pour résoudre ces problèmes. Mais encore une fois, ce n'est pas l'autre qui va venir nous le dire. C'est nous qui devons prendre nos propres responsabilités pour résoudre nos problèmes. Je ne sais pas ce que vous pensez. Merci. Nous sommes convaincus qu'il faut que toutes nos communautés se déplacent pour faire affronter les défis du temps, de l'époque, qui sont complexes, qui sont nombreux, qui sont passionnants. Alors, j'ai envie de te demander à toi qui as participé au synode des évêques à Lourdes, c'est à Rome, ce qui est quand même voilà, une grande nouveauté. Quel a été ton apport de femme, philosophe, africaine, religieuse, ton grain de sel dans cette assemblée du synode qui s'est passé à Rome le mois d'octobre? Merci d'ouvrir la brèche, d'élargir l'espace de notre tente. Oui, effectivement, j'ai participé au synode, aux deux assemblées, comme experte, disons, en donnant un coup de main au niveau du secrétariat, mais en participant pleinement aux assemblées. Et ce fut une expérience, pour moi, une grâce, je dis toujours. Alors, ce qui s'est passé, cette expérience a été si forte pour moi qu'à la fin de la première assemblée, je me suis dit, comment faire pour faire vivre cette même expérience à mon peuple en revenant au Sénégal? Ça m'a préoccupée, ça m'a empêché de dormir et je dis, il faut qu'on trouve un espace pour partager ce que j'ai expérimenté avec les autres. Et je me suis lancée à créer une initiative en créant l'école de synodalité, qui est un espace tout simplement pour partager cette expérience que nous avons vécue. Et tout au long de l'année, avec le rapport de synthèse, donc le document final de la première assemblée, nous avons déployé un programme en webinaire et en présentiel pour expliquer, pour relancer, pour aider les gens à rentrer dans la dynamique synodale. Donc ça, c'était une première réponse.
J'ai vécu une expérience, comment la partager avec d'autres. Et je pense qu'on a pu, avec vraiment dans une dynamique participative, on a pu partager quelque chose. Cette fois-ci, je reviens, deuxième assemblée, deuxième expérience. Nous pensons aussi continuer, et cette fois-ci, dans une dynamique de réception, un peu comme ce qui s'est passé à Vatican II, non? Les textes de Vatican II qui sortent. Comment aider les gens, les chrétiens, l'Église à réceptionner tous ces documents et toute cette réflexion au niveau du processus synodal. Donc, nous sommes là-dessus et je vous assure que les gens ont beaucoup d'intérêt, en tout cas au niveau du Sénégal. Il y a un grand intérêt à explorer un peu ce que l'Église nous dit à travers le document final. Donc, nous en sommes là. Ce n'est pas au niveau du Maroc. Je sais que l'expérience du Maroc m'a beaucoup fascinée parce que lorsque vous parlez de la porosité de l'Église, ça, c'était une expression qui a été retenue. Et même dans le document de l'Instrumentum Laboris pour la première session, la porosité des églises, c'était une réalité qui nous venait du Maghreb, du Maroc surtout. Et ça a été une expression et une réalité d'église qui a beaucoup inspiré l'Église universelle, puisque nous avons retenu cette réalité comme une expérience très positive qui peut inspirer l'Église. Et parce que vous avez aussi inspiré dans le fait d'élargir l'espace de l'attente, ça a été le titre du document de l'étape continentale, c'est-à-dire tous les continents ont essayé de voir comment élargir chacun l'espace de sa tente. Et ça nous est venu par vos expériences ici au Maghreb, où l'Église a ouvert vraiment ses portes aux migrants et à tous ceux qui veulent participer à sa mission. Donc, ma petite expérience du synode, elle est là, très dense, mais qui ne me laisse pas en repos parce que je me sens dans l'obligation de partager ce que j'ai reçu. Merci, professeur, de l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui pour de nouveau échanger sur la question du dialogue interreligieux, interculturel. C'est vrai, en arrivant et en lisant la thématique, j'étais un peu, non pas perdu, mais j'étais curieux de savoir ce qu'il en était des philosophies africaines. Mais très rapidement, vous avez tout fait de diluer la question. Alors, moi, j'ai une préoccupation plus personnelle. De votre expérience de sœur religieuse et d'enseignante, avez-vous l'impression, depuis le Concile Vatican II, que le dialogue interreligieux a un avenir devant soi? Je pose la question parce que, de mon point de vue, le christianisme, et plus particulièrement le catholicisme et le protestantisme, donnent l'impression de toujours quémander la paix vis-à-vis de l'islam. Avez-vous la même impression? Merci. Merci. J'ai sorti mon carnet ici parce qu'il y a juste à peine un mois, du 11 au 13 novembre dernier à Dakar, il y a eu un colloque international sur un séminaire du moins. Le thème portait le dialogue islamo-chrétien, une chance pour l'Afrique. Et il y avait une
douzaine de pays venant de partout. Et ça a été co-animé par le dicaster du dialogue interreligieux de Rome et le diocèse de Thiès à Dakar, au Sénégal. Et pourquoi j'évoque cela? Pour répondre à votre question, je pense que ce n'est pas une question révolue. Elle est toujours d'actualité. Parce que, et pour nous, les interventions qui se sont succédées, les intervenants qui ont pris la parole, ont vraiment démontré que si l'Afrique aujourd'hui, dans ses conflits, dans sa manière d'être perçue et dans sa manière de vivre, prend au sérieux cette dimension de dialogue islamo-chrétien, c'est vraiment une chance pour restaurer, par exemple, la paix, la sécurité et l'harmonie au niveau du continent. Comme on disait tout à l'heure, si chrétiens et musulmans, nous nous réunissons autour des grands thèmes et des grands problèmes qui touchent aujourd'hui l'Afrique, ensemble, on se met ensemble pour faire face à ce qui fait l'Afrique aujourd'hui dans ses joies, ses peines et ses espoirs et son avenir. Je pense qu'il y a de l'avenir. Ce n'est pas, je ne suis pas dans l'utopisme, mais j'y crois fermement. J'y crois parce que vivant dans un pays à majorité musulmane où nous vivons quand même, Dieu merci, nous vivons dans une cohésion sociale, une harmonie, même si c'est entaché quelquefois de quelques petites violences par-ci, par-là. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons aller loin. Et pour l'Afrique, si nous mettons l'accent sur le rapprochement mutuel, si nous laissons tomber nos barrières et nos différends, on peut arriver à une Afrique unie, une Afrique de paix. J'y crois fermement. Et nos valeurs aidant, je pense qu'il n'y a pas de doute que l'avenir est là. Je me permettrai de renchérir la réponse de la sœur sur la question de notre frère en partant de ma propre expérience. En venant au Maroc, je n'avais aucune connaissance de l'islam, mais vraiment aucune. Les seuls musulmans que je connaissais, c'était des personnes qui vendaient au marché, que je voyais de loin. En arrivant au Maroc en 2009, je peux dire qu'il n'y avait pas de dialogue ou très peu de dialogue dans mon petit patelin à Safi où j'habitais. Petit à petit, avec les années et encore plus avec la venue du pape en 2018, j'ai constaté comment les efforts de dialogue permettent déjà de mieux vivre en tant qu'étranger au Maroc et donc d'avancer. Et je pense que ça, c'est la preuve que le dialogue, quand on le voit non pas comme une obligation, est un moyen d'avancer et donc un avenir. Je viens du Congo, pardon. Ou le petit? Le petit et le plus beau. Alors, excusez-moi 2 minutes. Justement, je dis le grand ou le petit parce que j'ai vécu 5 ans au Congo, le grand. Et à ma grande surprise, je me présente, je suis Anne-Béatrice, sénégalaise. Et on me regarde, sénégalaise, catholique? Je dis oui. Et religieuse? Je dis oui. Donc, effectivement, dans leur tête, tout Sénégalais est musulman. Donc, une Sénégalaise catholique et religieuse par-dessus le marché, c'était un peu... voilà. Donc, le dialogue est important. C'est fondamental. Parce que quand on entre en dialogue, il n'y a plus de supérieur ou d'inférieur, il n'y a plus de binaire. C'est vraiment... l'autre est mon frère, l'autre est ma sœur, etc. Merci beaucoup. Je crois qu'on aurait encore souhaité poursuivre, mais peut-être qu'on aura une autre occasion. De toute façon, vous venez régulièrement et on peut programmer un autre temps d'échange, un autre temps de palabre et un autre temps pour vous écouter. Merci beaucoup.
Merci Anne-Béatrice Fey pour cette intervention pleine de sagesse et de passerelle. Merci au public. Je vais paraphraser un participant en ligne. Je ne sais pas de quel pays il est, ni de quel pays il envoie cette remarque, mais il dit qu'il ne connaît pas encore l'Afrique. À travers ce moment en ligne, elle lui paraît tellement plus proche et il vous remercie pour cette belle conférence. Je ne peux pas vous libérer sans me permettre de vous offrir au nom de l'Institut Al-Muwafaqa les actes des colloques que nous avons organisés, où vous verrez un certain nombre de thématiques que vous avez suggérées. Ils sont présentes évidemment. Et à destination du public, vous demandez, pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous inscrire sur notre liste de contacts pour nous permettre de vous envoyer la newsletter et les événements à venir. Vous invitez à vous inscrire sur la chaîne YouTube pour pouvoir aussi revoir ou partager les conférences qui sont organisées ici. Si le cœur vous en dit, une petite caisse aussi vous permet de faire un petit geste de soutien à l'Institut Al-Muwafaqa. Si c'est un gros geste que vous voulez faire, les coordonnées bancaires sont en ligne. N'hésitez pas à soutenir l'Institut. Vous pouvez aussi faire l'acquisition des actes du colloque que je viens de citer. Elles sont aussi à disposition. Et je me permets de vous annoncer le prochain rendez-vous. Le jeudi 12 décembre, nous aurons le plaisir de recevoir aussi Asma Al-Mrabet, essayiste et féministe musulmane, qui présentera son livre Islam et liberté fondamentale pour une éthique universelle. J'espère qu'on vous comptera parmi nous, en ligne ou en présentiel. Elle sera en présence de son éditrice, Kenza Sefrioui, des éditions En Toutes Lettres. Bonne fin de soirée à chacune et à chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.